Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire intitulé Calliope en 2024, pourquoi est-ce une aubaine pour les sous-traitants? Donc je me présente, je suis Delphine D, je suis formatrice de formateurs, formatrice de consultants en bilan de compétences et d'accompagnateurs à la VAE. J'accompagne également des auditeurs dans leur montée en compétences sur les domaines du bilan de compétences et de la VAE. Et je suis aussi auditrice Calliope depuis juin 2021 et également consultante qualité et consultante sur l'écosystème de la formation professionnelle. Donc, dans la vie de tous les jours, eh bien, je suis aussi maman de 3 enfants, dont des jumeaux qui ont actuellement 7 ans. Et c'est quand mes jumeaux ont eu 3 ans que j'ai souhaité me reconvertir et créer mon organisme de formation. Donc, auparavant, dans une première vie professionnelle, eh bien, j'ai été responsable d'une entreprise. Donc, j'étais en charge de la gestion, de la logistique, des ressources humaines. Et en 2013, j'ai également eu la casquette de formatrice interne. Donc, c'est durant cette mission que j'ai découvert ce qu'était la formation, ce qu'était transmettre. Donc, c'est une activité qui a résonné en moi et donc tout de suite, j'ai su que je souhaitais me reconvertir et faire de cette activité mon activité principale. Donc, j'ai créé mon organisme de formation en juin 2019. Et puis, donc j'ai obtenu mon numéro de déclaration d'activité en janvier 2020, donc l'année Covid, hein. Donc, j'ai mis cette année à profit pour pouvoir me certifier donc, en management de la qualité, me certifier également en tant que personne sur mes domaines d'expertise et obtenir également la certification Calliope, donc, que mon organisme a obtenue en décembre 2020 pour les catégories d'action, action de formation, bilan de compétences et validation, enfin, action permettant la validation des acquis de l'expérience. Ensuite, en juin 2021, eh bien, j'ai souhaité développer mon activité, ajouter une corde à mon arc et je suis devenue auditrice Calliope. Alors, à qui est destiné ce webinaire? Eh bien, il est destiné aux professionnels de la formation, aux futurs professionnels de la formation également qui se posent des questions finalement au vu de tout ce qui se dit, de tout ce qu'on peut lire actuellement dans le domaine de la formation professionnelle et bien sûr aux sous-traitants qui se demandent si passer Calliope est une opportunité ou pas aujourd'hui. Donc, nous allons parler de Calliope. Qu'est-ce que Calliope? Je vais vous présenter le dispositif et son objectif. Ensuite, nous aborderons le processus de certification, donc les étapes et démarches à suivre pour obtenir la certification Calliope. Donc, tout ça, ça évolue beaucoup. Et depuis le mois de décembre, il y a eu pas mal de changements. Donc, je vais vous en parler pour vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Ensuite, nous parlerons de l'impact de Calliope sur les organismes de formation et l'importance de Calliope en 2024. Alors, qu'est-ce que Calliope? Eh bien, Calliope, c'est une marque de certification de qualité des prestataires de formation professionnelle qui atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'action concourant au développement des compétences. Donc, je vous expliquerai un petit peu plus loin dans ce webinaire la différence entre un OF et un OPAC pour que vous puissiez bien comprendre finalement dans quelle sphère vous vous placez, dans quelle sphère vous évoluez. Donc, Calliope permet une grande lisibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers. Donc, cela permet également aux personnes qui veulent se former de choisir finalement, choisir librement leur prestataire de formation. Donc, la certification Calliope, elle est délivrée par un organisme certificateur qui est accrédité par le COFRAC, d'accord? Donc, sur la base du référentiel national qualité. Donc, ce référentiel, c'est toujours le même depuis les débuts de Calliope. Donc, le référentiel, il résulte de l'arrêté du 6 juin 2019 et nous en sommes toujours à la version 1 de Calliope. D'accord? Ce qui évolue, c'est le guide de lecture. Donc, en fait, un guide de lecture, c'est quoi? Eh bien, c'est le petit livre que vous pouvez télécharger sur le site du ministère du Travail, par exemple, et qui vous donne des précisions sur la lecture du référentiel et donc, du coup, l'interprétation que vous devez en faire pour pouvoir répondre aux exigences du référentiel de certification.
Donc, souvent, l'amalgame est fait. En tout cas, ce n'est pas le référentiel qui évolue. Lui, on en est toujours à la version 1. C'est le guide de lecture. Aujourd'hui, nous en sommes à la version 9. Donc, Calliope, c'est une démarche qualité qui vise à valoriser le dispositif, le processus, l'organisation et les outils et moyens matériels et immatériels mis en place. Donc, Calliope ne certifie pas la formation en elle-même, mais uniquement l'organisation que vous pouvez avoir, que vous pouvez mettre en œuvre autour de vos formations. Et cette démarche s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas un examen ou un diplôme. Donc, Calliope, quand vous êtes certifié pour une durée de 3 ans. Il y a des prestataires qui ont été certifiés pour une durée de 4 ans, par exemple, parce qu'ils avaient un certificat CNEFOP, donc jusqu'en 2021. Il était possible d'être certifié sur 4 ans. Aujourd'hui, on est certifié sur 3 ans. Et donc, Calliope, ce n'est pas un examen ou un diplôme, c'est un audit que vous allez passer, donc avec un auditeur qui dépend d'un organisme certificateur accrédité par le COFRAC. Alors, la différence entre l'OF et l'OPAC, je vous en parlais juste avant. Donc, un OF, eh bien, c'est un organisme de formation. Un OPAC, c'est un organisme prestataire d'action concourant au développement des compétences. Donc, si vous ne faites que de la formation, vous êtes un OF. Si vous faites de la formation et du bilan de compétences, vous êtes un OPAC. Les OF sont des OPAC, par contre, les OPAC ne sont pas des OF. Donc ça, c'est important de le comprendre. Souvent, l'amalgame également est fait sur OF et OPAC. En tout cas, si vous intervenez sur une autre catégorie d'action que l'action de formation, eh bien, vous êtes un OPAC, vous n'êtes pas un OF. Alors, les objectifs de Calliope, eh bien, c'est de garantir la qualité des prestations de formation proposées par les organismes en termes d'organisation, comme je vous disais, pas en termes de contenu, et également de permettre aux bénéficiaires de se former grâce aux fonds publics et mutualisés. Alors ça, c'est important et je vais faire un petit focus là-dessus. Souvent, on a l'impression, quand on passe la certification Calliope, que c'est l'organisme de formation qui a accès aux fonds publics à mutualiser. Eh bien non, c'est une erreur, c'est parfois quelque chose qui est véhiculé par des personnes qui recherchent à vendre des prestations Calliope ou des personnes qui ne sont pas forcément formées à cela, formées à la qualité ou autre, et qui induisent en erreur les professionnels de la formation. Donc en fait, Calliope va permettre aux bénéficiaires de se former auprès d'un organisme certifié Calliope grâce aux fonds publics et mutualisés. Et ça change tout parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec les professionnels de la formation avec lesquels j'échange, eh bien, parfois, ils me disent, oui, mais je fais des devis auprès de France Travail et France Travail ne valide pas mes devis. Mais en fait, ce n'est pas parce que l'organisme de formation a Calliope que France Travail va valider le devis. Il faut que le candidat puisse se former grâce au fonds dont dispose France Travail. Il y a des critères particuliers, notamment le fait que le projet professionnel, que la formation s'inscrive dans le projet professionnel du candidat. En tout cas, il faut que vos candidats puissent bénéficier de fonds publics et mutualisés pour pouvoir se former selon leur situation, en fait. Donc, ce n'est pas le prestataire, ce n'est pas vous, en tant que prestataire, qui allez bénéficier des fonds publics et mutualisés, ce sont vos stagiaires. Alors, donc, quand on parle de fonds publics et mutualisés, eh bien, il y a les OPCO. Donc, les OPCO, il y a 11 OPCO qui sont organisés par branche. Donc, on aura par exemple l'OPCO EP, l'OPCO des entreprises de proximité. Donc, ce sera le boucher, le coiffeur, l'esthéticienne, le cabinet d'avocat, etc. On aura l'OPCommerce, donc pour les entreprises du domaine commercial. On aura Ocapiat pour pas mal d'entreprises dans le domaine de l'agriculture, Constructis pour le bâtiment, Uniformation, l'OPCO de la cohésion sociale, OPCO Santé également pour les entreprises dans le domaine de la santé, OPCO Mobilité, tout ce qui va être taxi, etc. Donc voilà, tout cela est bien organisé et sur les sites internet de chacun, eh bien, vous pouvez retrouver finalement les branches professionnelles qu'ils couvrent. Ensuite, les autres financeurs publics, eh bien, il y a France Travail, donc anciennement Pôle emploi.
Il y a Mon compte formation via le CPF. France VAE, alors France VAE en lui-même n'est pas véritablement un financeur, puisque aujourd'hui, les accompagnements VAE sont plutôt financés par Uniformation. Néanmoins, on va passer par France VAE pour faire prendre en charge la VAE du bénéficiaire. Alors ensuite, on a les FAF. Donc les FAF, c'est quoi? Ce sont les fonds d'assurance formation, donc comme le FIFPL pour les libéraux, le FAFCA pour les professions artisanales, l'AGFIS pour les professions commerciales, Vivea pour les agriculteurs. Et on a également un financeur qui est trop souvent oublié, dont on ne parle pas assez, c'est Transition Pro. Alors, Transition Pro, c'est le financeur de la reconversion professionnelle des salariés. Donc, Transition Pro a aujourd'hui finance des VAE et finance également des formations à condition qu'elles soient certifiantes inscrites au RNCP. Donc, tout ce qui va être diplôme, titre ou certificat, eh bien, tout cela, c'est financé par Transition Pro, qui a un process quand même bien à lui pour permettre le financement des formations. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est un financeur qui existe et qui est trop souvent mis à l'écart, dont on ne parle pas assez. Alors, l'impact de Calliope, eh bien, pourquoi ce webinaire s'adresse aux sous-traitants? Eh bien, c'est parce que je constate dans mon activité que les sous-traitants eh bien, sont souvent mal payés, en tout cas ne sont pas payés à leur juste valeur par rapport au travail qui est réalisé, d'accord? Donc, avec un taux horaire qui est compris en général entre 30 et 50 euros de l'heure, donc une journée de formation entre 210 et 350 euros. Une volumétrie horaire hebdomadaire qui est importante parce que finalement, eh bien, à ce taux horaire, il faut animer beaucoup pour pouvoir avoir une rémunération qui va être, on va dire, intéressante, attractive. Enfin bon, même s'il y en a beaucoup quand même qui se plaignent de cette condition, parce que les prix que je vous montre, ce sont des prix bruts. C'est-à-dire que c'est le montant en fait que le prestataire va percevoir, le sous-traitant va percevoir, mais sur lequel il va payer des charges. D'accord? Donc, du coup, ce prix, c'est du brut. Il faut quand même imputer à minima les charges sociales. Les frais de conception, eh bien, souvent ne sont pas rémunérés, d'accord? Alors, on considère en général, on part sur un ratio de 2 jours et demi de concession pour 1 jour d'animation. Donc, vous voyez, finalement, ben, c'est une perte sèche hein, pour le formateur. On observe également, du coup, par rapport à cela, qu'il y a très peu de formateurs qui modifient leur support de formation pour véritablement s'adapter aux objectifs de la formation. Donc, souvent, ils ont déjà un diaporama, un support de formation qu'ils utilisent et réutilisent euh, lors de leur mission, mais ce n'est pas forcément un diaporama qui est adapté aux besoins précis des bénéficiaires. Donc, ça, c'est une vraie problématique. On peut parler également de la précarité des missions, donc des sous-traitants avec lesquels j'échange qui me disent qu'ils proposent un calendrier à un donneur d'ordre et finalement une semaine avant, eh bien, le calendrier n'est pas validé parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'inscrits. On peut parler également des problèmes de rémunération des sous-traitants lorsqu'ils interviennent dans un organisme de formation et qu'ils ne demandent pas, par exemple, d'acompte. Alors, il est vrai qu'il y a très peu d'organismes de formation qui fonctionnent comme ça, hein, qui pourraient donner un acompte à un sous-traitant. Mais il faut aussi se poser la question, quand on est sous-traitant, finalement, de la solvabilité de l'organisme pour lequel on intervient, parce qu'il y a énormément de sous-traitants qui ne sont pas payés de leur mission. Je ne sais pas si vous faites un petit peu de veille sur les réseaux et notamment sur Facebook, mais c'est vraiment monnaie courante d'avoir des organismes de formation qui ne payent pas leurs sous-traitants. Et puis, le sous-traitant, finalement, il ne prend pas de congé, il n'a pas de temps pour lui. Alors moi, j'aime bien ramener les sous-traitants leur demander en fait pourquoi est-ce qu'ils sont devenus indépendants. Et bien sûr, la vie dont ils rêvaient
quand ils ont quitté le salariat pour devenir indépendants, eh bien, ce n'est pas la vie qu'ils ont aujourd'hui en étant sous-traitants. Donc, on peut être sous-traitant et être épanoui dans son travail à condition d'être payé correctement. Donc, 50 € de l'heure, c'est beaucoup trop bas comme tarif. À condition d'avoir la capacité en termes de temps, en termes d'organisation, de pouvoir mettre à jour des supports pour répondre au mieux à la demande des clients et pouvoir bien faire son travail, du coup, hein, puisque si vous intervenez sur un dispositif de formation avec un diapo, enfin le diapo du client d'avant, c'est pas forcément très qualitatif. Pouvoir prendre du temps pour soi, d'accord? Alors, on peut ne pas forcément parler de congé, mais pouvoir tout de même se libérer un petit peu dans une semaine pour vaquer à ses occupations, s'occuper de ses enfants, éventuellement partir en week-end de temps en temps. Enfin, voilà, il faut en avoir la capacité organisationnelle, également la capacité financière. Et malheureusement, eh bien, je constate que on est loin de tout ça. Dans la réalité du marché. Alors, un organisme certifié Calliope, quant à lui, eh bien, il va avoir à peu près le même taux horaire, sauf que ce sera un taux horaire par stagiaire. Donc, quand vous intervenez en sous-traitance, eh bien, le taux horaire qui vous est donné, sachez qu'a priori, le donneur d'ordre perçoit ce taux horaire autant de fois qu'il y a de stagiaires. D'accord? Donc, ça doit déjà faire mûrir la réflexion. On est du coup sur une journée de formation comprise entre 1 000 € et 1 400 €, donc pour un groupe de 6 candidats. Donc j'estime que 6 candidats, c'est vraiment pas beaucoup, alors que parfois en sous-traitance, les candidats sont entassés dans des salles ou bien si c'est du distanciel via Zoom par exemple, vous pouvez avoir à former 10-12 personnes, si ce n'est pas 15-20 personnes, parce que finalement, ce qui est important pour le donneur d'ordre, alors je ne vais pas généraliser, hein, il y en a quand même qui sont vertueux, mais ce n'est pas la majorité. Ce qui est important pour eux, c'est la rentabilité, d'accord? Donc souvent, ce sont des vendeurs de formation, ce ne sont pas des formateurs eux-mêmes. Encore une fois, je ne vais pas généraliser, mais voilà, j'ai quand même quelques cas très précis auxquels je pense. Donc, ils ne sont pas formateurs, ils sont uniquement vendeurs de formation et donc ils prennent un sous-traitant pour pouvoir animer une formation sans forcément se soucier du reste. En tout cas, sachez que dans une prise en charge, on considère un prix par stagiaire et donc du coup, c'est souvent un prix horaire qui est communiqué. Et ce prix horaire, eh bien, il va être multiplié par le nombre d'heures et par le nombre de stagiaires. Donc, pour revenir sur le montant d'une journée de formation, donc entre 1 000 et 1 400 € pour un groupe de 6 candidats, eh bien, aujourd'hui, il y a des financeurs publics et notamment Acto qui communiquent sur un prix jour formateur. C'est-à-dire qu'auparavant, ils communiquaient sur un taux horaire stagiaire. Aujourd'hui, ils communiquent sur un prix jour formateur. C'est-à-dire que selon les branches professionnelles, selon la demande qui est faite auprès de l'ACTO, eh bien, ce sera un prix jour formateur qui est aux alentours de 1 200 € qui est appliqué. D'accord? Le montant de 1 400 €, c'est tout simplement le calcul que j'ai fait. Alors, je pense que je suis partie sur une moyenne de 40 €. Donc, 40 € fois 7 heures fois 6 stagiaires qui nous donne ce montant. Alors, à ce taux journalier, eh bien, on peut avoir une volumétrie horaire qui va être beaucoup moins importante. En général, entre 14 h et 21 h, c'est-à-dire 2 à 3 jours d'animation dans la semaine. C'est ce que fait en général un organisme certifié Calliope. Alors, ça ne veut pas dire que le reste du temps, il part à la plage, mais effectivement, il y a la partie administrative à gérer, il y a la prospection également à gérer. Et puis, bon, ben, forcément, hein, être organisme certifié Calliope, eh bien, c'est pouvoir aussi bénéficier d'une liberté financière et organisationnelle qui fait que ben, si vous n'avez pas envie de travailler le mercredi ou le vendredi après-midi, eh bien, vous pouvez vous le permettre. Les frais de conception, eux, ils sont pris en charge de la même façon que les frais administratifs sont également pris en charge. Alors, calculer le prix d'une formation, ce n'est pas faire un taux horaire multiplié par le nombre d'heures. Ça, c'est illusoire. Il y a d'autres coûts qui rentrent
dans la prise en charge d'une formation, dans le montant d'une formation, il y aura effectivement la conception, il y aura l'administratif, il y aura également tout ce qui va être frais pédagogiques, donc location de la salle, organisation de la pause, etc. Voilà. Et donc, eh bien, obtenir Calliope aujourd'hui permet d'atteindre la liberté financière et organisationnelle que la plupart des personnes qui sont devenues indépendantes pour faire de la formation sont venues, enfin, espérer en tout cas. Alors, il est possible également de développer son activité grâce à Calliope, donc avec des activités comme le bilan de compétences ou la validation des acquis de l'expérience. Donc, le bilan de compétences, eh bien, c'est vraiment un super dispositif qu'il faut promouvoir auprès des entreprises. Aujourd'hui, vendre du bilan de compétences sur le CPF, pour moi, ça n'a pas réellement d'intérêt. Parce qu'en fait, bon, sur le CPF, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a tout et rien. Il y a énormément de prestataires déjà sur le CPF et pas forcément des prestations des plus qualitatives, puisqu'il y a quand même des bilans de compétences qui se passent en e-learning, qui se passent en autonomie, enfin bon, qui correspondent à tout sauf en réalité du bilan de compétences. Donc aujourd'hui, il faut aller vendre des bilans de compétences auprès des entreprises pour permettre à des salariés de faire au moins un bilan de compétences durant leur carrière, 2 si possible. Ça serait l'idéal parce que finalement, le bilan de compétences a vraiment un intérêt, enfin a plusieurs intérêts d'ailleurs, et penser que le bilan de compétences est uniquement fait pour se reconvertir et que du coup, aucun chef d'entreprise n'a d'intérêt à financer un bilan de compétences pour ses salariés, eh bien, c'est complètement illusoire parce que le bilan de compétences, ça peut être aussi un vrai axe de motivation ou de remotivation pour le salarié. Ça peut aussi permettre de mettre des choses à plat pour lui permettre d'avoir une promotion en interne. Ça peut aussi lui ouvrir les yeux sur le fait que finalement, il n'est pas à sa place dans cette entreprise et à ce poste-là. Mais du coup, ça veut dire aussi que l'entreprise, elle perd en productivité parce que si elle avait quelqu'un qui serait davantage euh, comment vous dire, qui serait davantage, enfin, qui aurait peut-être un peu plus les compétences ou l'attrait pour une activité précise, eh bien forcément l'entreprise gagne en productivité. Donc ça permet quand même de faire bouger les hommes au sein d'une organisation pour que chacun soit à sa bonne place et que du coup l'entreprise gagne en productivité. Et puis dans le bilan de compétences, eh bien c'est aussi financé notamment par les OPCO, hein, donc pour les salariés. Il faut savoir que les frais pédagogiques sont pris en charge, donc le coût du bilan de compétences est pris en charge souvent à hauteur de 60 à 85 euros de l'heure. Et le chef d'entreprise est également remboursé des frais de salaire de ses salariés. Donc finalement, faire un bilan de compétences, ça ne lui coûte rien. Au-delà de ça, ça lui permet aussi d'être en règle avec le Code du travail qui impose que les salariés suivent à minima une formation tous les 6 ans. Donc, cette formation, en fait, eh bien, ça peut être un bilan de compétences, ça peut être aussi une validation des acquis de l'expérience, ça peut être une action de formation tout simplement, mais en tout cas, ça lui permet aussi de répondre à cette exigence du Code du travail. Donc, du coup, il n'y a aucune raison qu'un chef d'entreprise vous dise non à proposer du bilan de compétences à ses salariés. Alors ensuite, la validation des acquis de l'expérience, eh bien, c'est en plein boom la VAE. On a eu une réforme, donc la loi marché du travail de décembre 2022, donc qui vient un petit peu révolutionner cette VAE avec notamment l'apparition du service France VAE qui gère aujourd'hui un certain nombre de diplômes, titres et certificats. Et finalement, l'essai a été tellement concluant que la totalité des diplômes passeront dans le dispositif France VAE. Alors, il y en aura une partie en avril 2024 et la totalité des diplômes en janvier 2025. Donc, janvier 2025, c'est demain. On est sur un processus de validation des acquis de l'expérience qui est vraiment simplifié, qui est accéléré pour limiter les abandons, pour encourager les candidats
à aller chercher un diplôme, un titre ou une certification par le biais de la VAE, parce qu'aujourd'hui en France, il y a plein de personnes qui ont de l'expérience, mais qui n'ont pas les diplômes. Demain, si l'entreprise dans laquelle ils travaillent périclite, par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, eh bien, finalement, ils se retrouvent sur le marché du travail avec leur niveau initial, qui peut être, par exemple, juste un niveau bac. Même s'ils ont 20 ans, 25 ans d'expérience, c'est quand même bien de leur permettre d'aller chercher un diplôme. Et donc, pour les salariés du secteur privé, eh bien, la VAE peut également être financée par l'opérateur de compétences des entreprises, hein, donc par les OPCO, et puis selon les diplômes, par uniformation, donc dans le cadre de France VAE. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie en fait, hein. Je vous expliquerai un petit peu plus tard en quoi Calliope, c'est une stratégie et un état d'esprit. En tout cas, vous formez au bilan de compétences ou vous formez à la validation des acquis de l'expérience, eh bien, selon vos prérequis, selon vos propres compétences et vos propres expériences d'ailleurs, eh bien, ça peut être une bonne stratégie dans le cadre de Calliope, finalement, de ne pas proposer que des actions de formation ou que des bilans de compétences, mais d'ajouter une autre corde à votre arc qui vous permettra de développer votre activité. Alors, il faut savoir par rapport à Calliope que du coup, en termes de préparation, forcément, vous aurez des éléments complémentaires à proposer. Néanmoins, par exemple, le coût de l'audit reste le même. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Autrement, c'est aussi une petite graine qui peut germer et vous dire, bon, OK, pour l'instant, je prépare Calliope, par exemple, sur les actions de formation et dans 3 ans, quand je renouvelle, eh bien, je propose, j'ajoute, par exemple, la catégorie actions permettant la validation des acquis de l'expérience. Entre-temps, ça vous permet de vous former. Alors, c'est important de se former, d'accord? Je dis toujours qu'il ne faut pas être amateur dans ce qu'on fait, il faut être expert. Donc, du coup, je ne vous encourage pas à choisir de vous positionner sur du bilan de compétences ou sur de la VAE si vous n'êtes pas formé au dispositif. Alors déjà, pour la VAE, j'ai envie de dire, c'est un peu réglé parce qu'à l'indicateur 21 de Calliope, eh bien, le prestataire a l'obligation d'être formé à la lecture des référentiels et à la méthodologie d'accompagnement. Donc, voilà. Ensuite, pour le bilan de compétences, c'est un peu moins transparent. Néanmoins, dans un bilan de compétences, on est sur l'accompagnement de l'humain. Et donc, du coup, c'est vraiment très, très, très important de se former pour pouvoir accompagner au mieux. Alors, le processus de certification, eh bien, je vais vous présenter 4 infographies parce qu'aujourd'hui, selon votre situation, eh bien, le processus de certification ne sera pas le même. Donc, si vous avez déjà un numéro de déclaration d'activité, bien déjà, c'est le prérequis pour Calliope. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est déjà une très bonne chose. Donc, si vous avez déjà ce numéro de déclaration d'activité, il y a deux situations. Soit vous travaillez en direct, c'est-à-dire que vous vendez vos prestations par vous-même. Dans ce cas-là, vous pouvez préparer la certification Calliope en élaborant des processus conformes aux attendus du référentiel. Ensuite, il vous est demandé de mettre en œuvre une action en appliquant vos process. Donc ça, c'est l'arrêté ministériel du 31 mai 2023 qui indique que pour déclencher l'audit, les prestataires devront mettre en œuvre une action de formation. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, vous êtes prêt à passer l'audit. Donc, vous pouvez contacter un organisme certificateur Calliope pour pouvoir commander votre audit. Ensuite, vous réalisez l'audit et vous obtenez votre certificat Calliope. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez déjà un numéro de déclaration d'activité et que vous travaillez en direct. Admettons que vous ayez déjà votre numéro de déclaration d'activité, mais que vous faites à aujourd'hui de la sous-traitance. Eh bien, dans ce cas-là, il vous faut voir par rapport à votre contrat de prestation quelles sont les missions qui vous incombent, voir quelles sont les missions listées en fait sur le contrat. Alors, c'est vraiment deux choses bien distinctes, hein. Je me rends compte déjà dans mes premiers entretiens de conseil là-dessus, c'est qu'il y a des missions qui sont confiées aux sous-traitants, mais qui ne sont pas listées dans le contrat. Bon, le jour J, l'auditeur, il se base sur le contrat de prestation. Si ce n'est pas marqué que le candidat fait telle chose,
enfin non, que le donneur d'ordre fait telle chose, on considère que c'est le sous-traitant qui le fait. Donc, du coup, ça peut poser problème le jour de l'audit par rapport à cette version 9 qui donne des spécificités sur la sous-traitance. Il faut impérativement que les contrats de sous-traitance soient rédigés en bonne et due forme. Autrement, le prestataire, le sous-traitant, peut vraiment se retrouver en difficulté pendant l'audit. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre en lien les exigences du référentiel, les missions qui vous incombent et celles qui sont listées dans votre contrat de prestation. Ensuite, il vous faut préparer la certification Calliope en élaborant des process conformes aux attendus du référentiel. Ensuite, vous allez commander l'audit, vous allez réaliser l'audit initial et vous obtiendrez votre certificat Calliope. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez votre numéro de déclaration d'activité et vous faites de la sous-traitance. Alors, les deux infographies suivantes, eh bien, c'est dans le cas où vous n'avez pas encore de numéro de déclaration d'activité. Parce qu'il y a encore des personnes qui croient que quand on fait de la sous-traitance, on n'a pas besoin de numéro de déclaration d'activité parce que le donneur d'ordre a déjà un numéro de déclaration d'activité pour son organisme. Ça n'a rien à voir. Alors, sachez qu'on devient organisme de formation à partir du moment où on a un numéro de déclaration d'activité. C'est-à-dire que les personnes qui me disent « Moi, je ne veux pas passer Calliope parce que je ne veux pas être organisme de formation. » Ok, est-ce que vous avez un numéro de déclaration d'activité? Oui, oui, depuis 2 ans, j'ai un numéro de déclaration d'activité. Ok, eh bien, sachez que vous êtes déjà organisme de formation. Donc, cela pour dire qu'il y a encore des prestataires, des formateurs qui n'ont pas de numéro de déclaration d'activité et qui devraient en avoir un. Parce qu'en fait, le numéro de déclaration d'activité, tout le monde n'est pas obligé d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Il y a certains éléments qui peuvent dispenser un prestataire d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Donc, par exemple, des personnes qui seraient en portage salarial, par exemple, des personnes qui auraient un statut de formateur occasionnel, donc qui est encadré quand même par l'URSSAF, et des personnes qui interviendraient également sur des prestations qui ne sont pas, considérées comme de la formation professionnelle. Donc là, en l'occurrence, ce dont on parle, ce sont des personnes qui ne sont pas en portage salarial, qui ne sont pas formateurs occasionnels et qui interviennent sur des formations sur des formations qui permettent l'atteinte de compétences professionnelles, donc des formations qui résultent de la formation professionnelle continue. Donc, si jamais la personne n'a pas encore de numéro de déclaration d'activité et qu'elle souhaite vendre ses actions en direct, donc quelqu'un qui souhaite créer son organisme de formation pour proposer ses propres formations, et bien dans ce cas-là, la bonne stratégie à adopter, c'est de préparer la certification Calliope pour pouvoir créer des process conformes aux attendus du référentiel. Ensuite, la personne va mettre en place une formation, donc auprès d'un bénéficiaire qu'elle va trouver pour pouvoir mener cette action. Donc, pour le numéro de déclaration d'activité, eh bien, le dossier sera transmis à la DRITS une fois que le contrat sera signé, d'accord? Donc, ce qui est demandé, c'est de transmettre un contrat dans les 3 mois suivant la signature et pas dans les 3 mois suivant la réalisation de l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en février, je peux très bien fournir à la DRIX un contrat pour une formation qui va commencer, par exemple, fin avril. C'est OK, d'accord? Donc, du coup, une fois qu'on a ce client, pour le numéro de déclaration d'activité, on fait signer le contrat et pour Calliope, on dispense la formation. Alors, dispenser la formation, c'est pas exactement ça. On met en œuvre la prestation, d'accord? C'est-à-dire qu'on va initier auprès du client le début de la formation. Donc, on aura analysé son besoin, on aura défini ses objectifs, on va lui faire signer le contrat. On peut éventuellement le positionner si jamais notre process démontre que le positionnement du candidat se fait en amont de la formation. Et on peut aussi l'informer sur les conditions d'accueil et de déroulement des prestations sans forcément réaliser la formation. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, d'un bilan de compétences,
eh bien, il est évident que vous n'allez pas faire votre bilan de compétences pendant 4 mois pour après passer Calliope. Ce n'est pas ce qui est demandé en tout cas. Donc, si vous n'avez pas le numéro de déclaration d'activité, sachez que la même action peut vous permettre d'obtenir le numéro de déclaration d'activité et d'obtenir Calliope. Une fois que l'action est mise en œuvre, eh bien, vous pourrez contacter un organisme certificateur pour commander votre audit. Vous pourrez réaliser l'audit et obtenir votre certificat. Alors, dans le dernier cas, vous n'avez pas de numéro de déclaration d'activité et vous faites de la sous-traitance. Donc, pour obtenir ce numéro de déclaration d'activité, eh bien, vous pouvez transmettre à la DRIX les éléments demandés, donc tout ce qui va être extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, justificatif de création d'entreprise, donc le CABIS, la vie-sirène, etc. Et vous pourrez transmettre également votre contrat de sous-traitance ainsi qu'une preuve de réalisation de l'action. Alors, donc j'ai précisé également si les dates mentionnées sur le contrat sont passées. Donc effectivement, si jamais vous donnez aujourd'hui un contrat pour une formation qui a eu lieu le mois dernier, eh bien la DRIX risque de vous demander une preuve de réalisation de cette formation. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez transmettre. Moi, en général, je conseille à mes clients de donner une facture. C'est quand même un document, on va dire, qui a une valeur juridique, qui ne peut pas être modifié. Bon, voilà. Donc, du coup, enfin, je conseille de donner cette facture dès lors que vous transmettez le contrat, parce que sinon, la DRITS, de toute façon, reviendra vers vous en vous demandant, alors, une fois sur deux, mais ça arrive, en vous demandant de justifier la réalisation de l'action. Donc, du coup, autant donner l'élément tout de suite. Donc ensuite, vous pourrez préparer la certification Calliope donc en élaborant des process conformes aux attendus du référentiel en fonction de votre contrat et des missions listées. D'accord? Donc là, on pourrait revenir sur le deuxième point, c'est-à-dire mettre en lien les exigences du référentiel, les missions qui vous incombent et celles qui sont listées dans votre contrat de prestation pour que vous puissiez voir finalement quel sera le périmètre de votre certification. Donc, une fois que vous avez fait cette préparation, eh bien, vous pouvez contacter un organisme certificateur pour commander l'audit, réaliser l'audit et obtenir votre certificat. Alors ça, c'est une possibilité. Donc, si on parle de l'infographie numéro 2, donc dans le cadre de la sous-traitance, et de l'infographie numéro 4, c'est une possibilité depuis alors, il y a déjà eu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2023 et également la sortie de la version 9 du guide de lecture le 8 janvier 2024. Donc, en fait, aujourd'hui, si vous faites de la sous-traitance, eh bien, vous pouvez bénéficier d'un audit, entre guillemets, allégé, c'est-à-dire que vous allez faire valoir le fait que vous fassiez de la sous-traitance. Et donc, par rapport à cela, eh bien, il y a des indicateurs sur lesquels vous ne serez pas du tout audité. Il y en a sur lesquels vous devrez effectivement mettre en place des process. Et il y en a qui vont dépendre de votre contrat de prestation et finalement du libre arbitre de l'auditeur le jour J, au vu des exigences du référentiel par rapport à ce qui est marqué dans votre contrat de sous-traitance. Donc aujourd'hui, quand même, c'est une aubaine parce que vous n'avez pas nécessairement, si jamais vous êtes sûr de vouloir continuer à ne faire que de la sous-traitance, mais que vous êtes assujetti à Calliope parce que vous n'êtes pas au régime microsocial, eh bien, aujourd'hui, passer Calliope en tant que sous-traitant avec les spécificités de la version 9, c'est un véritable allègement, c'est une vraie aubaine pour pouvoir passer la certification rapidement. Alors, ce que j'incite quand même mes clients à faire, c'est à mettre en œuvre leur propre process parce qu'il ne faut pas non plus se limiter sur le fait de vendre des actions par vous-même. La plupart du temps, ce qu'ils me disent, mes clients, c'est que eux, ils ne veulent pas faire de prospection. De toute façon, ils sont nuls pour ça. Donc, OK, ils passent Calliope, mais ils veulent continuer la sous-traitance. En fait, il n'y a qu'un pas entre le fait de continuer la sous-traitance et le fait de pouvoir vendre vos actions par vous-même. C'est-à-dire que demain, eh bien, la vie fait que vous rencontrez un candidat qui veut, qui pourrait faire une VAE, par exemple, vous êtes accompagnateur VAE, mais finalement, qu'est-ce qui vous empêche d'accompagner le candidat en direct
plutôt que de le faire s'inscrire auprès de l'organisme pour lequel vous faites de la sous-traitance. Vous voyez, donc aujourd'hui, effectivement, passer l'audit Calliope en tant que sous-traitant, c'est une opportunité qu'il faut saisir, selon moi. Mais vous devez également réfléchir à vos propres process pour pouvoir aussi voler de vos propres ailes. On ne sait pas de quoi demain est fait. Vous pouvez, par exemple, avoir l'accès au CPF du premier coup. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué d'apparaître sur le CPF. Ça se trouve, vous faites la demande, c'est une formalité qui est gratuite, hein. Vous faites la demande d'accès et vous avez l'accès au CPF. Eh bien, qu'est-ce qui vous empêche de vendre vos actions par vous-même? Je tiens aussi à vous dire que obtenir Calliope par le biais de la sous-traitance ou obtenir Calliope par des actions que vous vendez en direct, c'est le même certificat qui a le même poids. D'accord? C'est comme obtenir un diplôme par le biais de la formation ou obtenir un diplôme par le biais de la VAE. C'est le même diplôme. D'accord? Il n'y a aucune différence. Donc, du coup, ça serait vraiment, il faut profiter de cette sous-traitance pour passer la certification et l'obtenir, mais il ne faut pas se limiter à ça dans la mise en place de vos process. Il faut aussi que vous puissiez réfléchir à vos propres process. Alors, les démarches à effectuer, eh bien, le numéro de déclaration d'activité, c'est un prérequis pour obtenir Calliope. Ensuite, vous pouvez choisir de vous faire accompagner ou pas par un consultant Calliope. Si vous travaillez en direct, il faut réaliser une action de formation. Autrement, si vous faites de la sous-traitance, c'est réglé, hein. Vous avez déjà des bénéficiaires et vous avez un donneur d'ordre et, je l'espère, un contrat de prestation. Ensuite, vous passez l'audit et vous obtenez la certification. Alors, les organismes certificateurs, eh bien, ils ont leur rôle à jouer et je vous invite éventuellement si tout ce tout ce que je suis en train de vous dire est en train de mûrir, à prendre contact avec eux pour voir un petit peu, finalement, vous faire une idée plus précise de ce que pourrait représenter pour vous l'audit Calliope en termes de coûts. Donc, je vous ai listé ici les principaux organismes certificateurs. Ce que je conseille à mes clients, c'est de faire 3, 4, 5 devis. Si vous voulez faire un devis chez chaque certificateur, ça n'engage que vous, hein. C'est possible également, pour pouvoir étudier le coût de la certification Calliope, le coût réel. Au-delà du coût réel, ce qui est important de voir également, ce sont les conditions tarifaires. Parce que d'un certificateur à l'autre, eh bien, les conditions peuvent être différentes. Vous en avez, par exemple, qui vont vous proposer de payer l'audit en une seule fois. Vous en avez qui vont vous proposer de payer l'audit en 2 fois, d'autres en 3 fois, 3 mensualités. Il y en a aussi qui vont vous proposer 3 fois, mais une fois par an. Donc, ça peut être aussi intéressant. En tout cas, ce qu'il convient de faire, c'est de leur demander directement quelles sont leurs conditions tarifaires et quel est le prix de l'audit Calliope qu'ils proposent. Il y aura également un coût différent selon si vous êtes nouvel entrant ou pas nouvel entrant. Alors, on va en parler juste après. La définition d'un nouvel entrant a été revue dans l'arrêté ministériel du 31 mai 2023. Aujourd'hui, un nouvel entrant, pardon, c'est un prestataire qui est dans sa première année d'activité. Donc, si vous n'avez pas encore réalisé de bilan pédagogique et financier, par exemple, vous serez nouvel entrant et du coup, le prix de l'audit pour le cycle de certification avoisinera les 2 000 €. Si jamais vous n'êtes pas nouvel entrant, eh bien, vous pouvez être à un prix aux environs de 1 500, 1 600 €. Donc, le mieux, c'est de voir un petit peu ce qu'ils peuvent vous proposer et après, si vous voulez qu'on en parle ensemble, eh bien, vous aurez la possibilité à l'issue de ce webinaire de prendre un rendez-vous avec moi pour un café virtuel. Donc, c'est un petit entretien gratuit, un petit entretien découverte durant lequel je peux répondre à vos questions précises. Alors, le cycle de certification, eh bien, il est de 3 ans. Donc, il y a l'audit initial par lequel, c'est le premier audit qui vous certifie finalement. Ensuite, vous avez l'audit de surveillance. Alors, entre l'audit initial et l'audit de surveillance, il se passe entre 14 et 22 mois. C'est très important parce que je lis souvent que l'audit de surveillance a lieu à 18 mois. Alors, j'aimerais bien qu'on me sorte le texte qui dit que l'audit de surveillance se déroule à 18 mois. C'est complètement faux. Vous pouvez très bien passer l'audit de surveillance à 15 mois, par exemple, après l'audit initial, ou à 20 mois si vous le choisissez. Moi, en tout cas, ce que je conseille par rapport à cet audit de surveillance, c'est de l'envisager
l'envisager avant 19 mois pour que vous puissiez bénéficier de 3 mois pour lever des non-conformités majeures qui pourraient éventuellement survenir au moment de l'audit. Si vous faites l'audit 2 jours avant la date butoir de validation de votre certificat, eh bien, vous ne disposez que de 2 jours pour lever des non-conformités. Ça peut être compliqué. Vous allez vers une suspension de certificat. Du coup, vous ne percevez plus de fonds publics et mutualisés pour remettre la machine en route. Parfois, c'est compliqué. Donc, plus vous anticipez sur cet audit de surveillance, mieux c'est. Et puis, donc, il y a l'audit de renouvellement qui, lui, intervient 3 ans après l'audit initial. Donc, pareil, hein, pour l'audit de renouvellement, eh bien, il faut anticiper pour pouvoir bénéficier d'un laps de temps de 3 mois minimum pour pouvoir, non, 3 mois maximum plutôt, pour pouvoir lever d'éventuelles non-conformités majeures. Alors 2023, eh bien, ça a été une année charnière avec pas mal de changements. Donc l'arrêté ministériel du 31 mai 2023 qui est venu impacter un petit peu l'audit initial, l'audit de surveillance, donc avec plusieurs éléments, hein, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais le fait de devoir fournir un certain nombre d'informations à l'organisme certificateur et à l'auditeur pour pouvoir définir le périmètre de l'audit. Il y a eu également, je vous en ai parlé, la définition du nouvel entrant qui a été revue dans cet arrêté ministériel du 31 mai, par exemple. Et puis, on a, alors, bien sûr, il y a d'autres choses hein, dans l'arrêté ministériel du 31 mai, et on a également, ce qui nous intéresse principalement, c'est l'arrêté ministériel du 28 décembre 2023 qui est venu apporter des précisions, on va dire, sur la sous-traitance ou des obligations, d'ailleurs, des exigences, sur la sous-traitance dans le cadre du CPF. Alors déjà, c'est quelque chose à bien retenir, c'est que la plupart des choses qui s'appliquent concernent le CPF. Alors, j'en profite pour vous préciser par rapport à ce qu'on s'est dit précédemment sur la version 9 et les spécificités les spécificités sous-traitance de la version 9 du guide de lecture de Calliope. Vous pouvez obtenir la certification avec un allègement lié aux spécificités de la version 9 du guide de lecture, même si les prestations que vous proposez en sous-traitance ne dépendent pas du CPF. Ça, c'est très important. Ce sont deux choses bien distinctes et ça aussi, ça crée pas mal de confusion, d'amalgame dans la tête des prestataires de formation. Voilà, en tout cas, ce sont deux choses distinctes. Même si vous n'intervenez pas sur du CPF, vous pouvez vous pouvez passer l'audit de façon un peu plus allégée. Donc, cet arrêté ministériel du 28 décembre 2023, donc il vient encadrer la sous-traitance. Donc, pour pouvoir la réguler, donc il y a des informations comme par exemple le fait que la sous-traitance en cascade est interdite, hein, puisque aujourd'hui, je sous-traite à un prestataire qui lui-même sous-traite à un autre prestataire. Enfin, au final, le bénéficiaire, il est formé par des vendeurs de formation et pas par des formateurs. Donc, c'est une caractéristique qui doit maintenant s'arrêter, notamment dans le cadre du CPF. Hein, c'est principalement avec ce financeur qu'on voyait ce type de dérive. Donc, le contrat de sous-traitance, eh bien, il doit contenir un certain nombre d'informations. D'accord? Donc, ce sont des dispositions en fait qui existaient déjà hein, dans un contrat de formation qui est réalisé en bonne et due forme. Ce sont déjà des choses qui devaient apparaître dans un contrat. Aujourd'hui, ça fait partie de l'arrêté ministériel parce que, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le cadre de Calliope, finalement, l'audit du prestataire sous-traitant va dépendre également de la capacité du donneur d'ordre à fournir un contrat en bonne et due forme. Donc aujourd'hui, tout cela est rappelé, tout ce que doit contenir un contrat est rappelé ici pour permettre aux sous-traitants d'avoir un bon contrat. Alors, de la même façon que du côté du bénéficiaire, quand le bénéficiaire signe son contrat ou son contrat ou sa convention, eh bien par exemple le nom du sous-traitant ou le nom du formateur, en tout cas, c'est un formateur en direct, le nom et les références doivent apparaître. Ça, c'est une obligation. Et c'est quelque chose qui n'est pas fait parce que la plupart des organismes de formation
recherche des formateurs un petit peu à la va-vite. On le voit hein, sur les réseaux, hein, début de formation demain. Je cherche un formateur dans tel domaine, etc. Bon, ben, forcément, on n'a pas le temps d'étudier véritablement la candidature, euh, le, le cursus du formateur, son expérience, enfin voilà, ce qui lui vaut de pouvoir intervenir sur un dispositif pareil. Donc, du coup, pour le sous-traitant, eh bien, c'est pareil, il doit avoir un contrat en bonne et due forme réalisé par le donneur d'ordre. Alors ensuite, le pourcentage de sous-traitance, eh bien, il n'est pas apparu lors de l'arrêté du 28 décembre. Hein, c'est une information qu'on a eue un petit peu après, je crois, le 3 janvier. Donc en fait, pour réguler la sous-traitance, eh bien, le prestataire ne peut pas sous-traiter plus de 80% de son chiffre d'affaires réalisé sur le compte personnel de formation. Donc, par rapport à cela, eh bien, il y a plusieurs choses qui sont induites. C'est que soit le donneur d'ordre est formateur lui-même et dans ce cas-là, il assure à minima 20% de son chiffre d'affaires réalisé par le compte personnel de formation, soit soit il sous-traite, mais par exemple, il peut prendre un prestataire, un sous-traitant via le portage salarial, par exemple. Donc ça, c'est une bonne chose quand même hein, pour le sous-traitant parce que le portage salarial, bien, ça apporte quand même un cadre en termes de rémunération, une assurance pour le sous-traitant d'être payé. Il y a aussi un contrat tripartite, hein, puisque le portage salarial, c'est une convention tripartite entre un salarié formé, un organisme de formation et une entreprise de portage salarial. Donc ça, c'est une bonne chose. Ou sinon, eh bien, il fait réaliser à minima 20% en interne. Ça veut dire qu'il pourrait avoir des formateurs salariés. Ensuite, eh bien, il y a donc l'exonération de Calliope. Alors, pour les sous-traitants qui sont au régime microsocial et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 77 700 euros. Donc, eux, ils n'ont pas l'obligation d'avoir la certification Calliope. Donc, ça concerne les entrepreneurs individuels qui sont au régime microsocial, donc au régime fiscal, social et juridique de la micro-entreprise qui ne dépasse pas 67 000 euros de chiffre d'affaires. Et il y a également, donc, pour les sous-traitants qui ne sont pas, non, oui, qui sont au régime microsocial euh, et qui donc qui interviennent sur un dispositif de formation qui est certifiant, donc qui est délivré par les ministères ou les organismes certificateurs, eh bien, ils ont la dispense d'avoir, en fait, d'être certifiés sur les parcours de formation qu'ils proposent s'ils n'interviennent que sur une partie de la formation. Donc, du coup, bon, bah, ça aussi, hein, ça crée quand même un petit peu la confusion dans la tête des prestataires de formation, puisque aujourd'hui, pour être habilité par un ministère ou pour pouvoir former, par exemple, eh bien, souvent la certification Calliope peut être demandée. Donc, du coup, ça incite quand même certains sous-traitants, selon les dispositifs de formation sur lesquels ils interviennent, à devoir passer la certification Calliope. Donc là aussi, hein, on est sur des formations qui concernent le compte personnel de formation. Si jamais vous intervenez sur un dispositif complet, sur un titre RNCP, mais qui est financé par exemple par Transition Pro dans le cadre d'une reconversion, et bien dans ce cas-là, vous n'avez pas l'obligation d'être habilité et d'obtenir la certification Calliope, même si vous êtes au régime microsocial. Alors, je vais vous parler un petit peu des idées reçues et des principales interrogations liées à la démarche qualité. Donc, ce sont aussi peut-être des questions que vous vous posez, hein. Alors, Calliope et les documents. Alors, Calliope n'est pas une démarche documentaire. Calliope, c'est une démarche de processus. Donc, Calliope sans document, c'est possible. C'est d'ailleurs ma méthode. Préparer Calliope sans surcharge administrative. J'ai tendance à dire que la seule surcharge administrative liée à Calliope, c'est celle que les opaques se créent eux-mêmes. Alors aussi, il y a une grande confusion qui est faite souvent quand j'échange avec des personnes qui me disent « Oui, mais
moi, Calliope, je veux pas avoir à faire les contrats, la convention, etc. Mais en fait, tout ça, ce n'est pas du Calliope. Tout ça, c'est le code du travail et ça existait bien avant Calliope. De tout temps, il a fallu faire un contrat aux bénéficiaires, en fait. Hein. C'est pas une exigence Calliope. Il y a très peu d'audits durant lesquels je vois des contrats de prestations qui sont donnés comme élément de preuve, même si c'est une possibilité, si jamais le contrat permet d'atteindre le niveau attendu de l'indicateur. Mais sachez que ce n'est pas une obligation liée à Calliope. Donc, il y a vraiment une confusion qui est faite par rapport à ça. Alors, Calliope et les formations, ben, Calliope ne certifie pas les formations. Hein. C'est souvent le regret de beaucoup de prestataires qui me disent, oui, mais bon, l'organisme, il est certifié Calliope, mais clairement, les formations qu'il propose, ça ne va pas du tout. Bah, oui, malheureusement, j'ai envie de vous dire, ça fait partie du jeu. En tout cas, Calliope ne certifie que le processus d'organisation autour des formations. Alors, il y a quand même une attention un peu particulière qui est donnée aux formations, donc notamment le contenu de la formation à l'indicateur 6, même si on ne va pas dans le détail, mais bon, on voit quand même hein, la capacité de l'audité à fournir des éléments cohérents. Et puis, on voit aussi quand même le cursus du formateur qui peut permettre, on va dire, un petit peu de démontrer que tout de même, il a les compétences pour animer des formations. Après, est-ce que ça veut dire qu'il les anime bien? Ben non. Est-ce que ça veut dire que le contenu est intéressant ou quoi? Non, bien sûr que non. On ne peut se baser aujourd'hui sur rien, à part le fait d'être présent lors d'une formation et de voir comment ça se passe. Malheureusement, ce n'est pas l'objet de l'audit Calliope. Hein. C'est l'objet, par contre, c'est la responsabilité plutôt des donneurs d'ordre, par exemple, qui pourraient se rendre dans les salles de formation pour pouvoir voir, évaluer comment se déroule la formation, qu'est-ce qui est transmis aux candidats. C'est une obligation normalement pour le donneur d'ordre de vérifier cela et de s'assurer que ce que le prestataire aborde fait partie du cahier des charges. Donc voilà, malheureusement, ce n'est pas fait. Euh, en tout cas, ce n'est pas directement lié à Calliope. Alors, Calliope et la taille de l'OPAC, eh bien, souvent, on me dit oui, mais Calliope, c'est fait pour les gros organismes de formation. Eh bien, non, en fait. Moi, je peux vous assurer en tant qu'auditrice que Calliope, c'est beaucoup plus facile pour des formateurs indépendants. Et ils ont toute l'attitude à passer Calliope et à se développer, en fait, sur ce marché de la formation. Alors, c'est sûr que les moyens ne sont pas les mêmes que ceux des gros organismes de formation, mais je vous assure qu'on peut être un petit OF, on peut bien travailler et c'est plus facile de gérer sa démarche qualité quand on est seul, indépendant ou qu'on est une petite équipe que quand on est un gros organisme et que en fait c'est une usine à gaz parce que ce qu'on entend par la notion de process, c'est que celui-là fait telle chose, il va transmettre à telle personne, etc. Bon, bah, à partir du moment où il y a une action qui n'est pas bien faite ou qui est mal faite, à l'audit, ça ne passe pas. Donc, aussi, souvent les gros OF font appel justement à des sous-traitants qui, eux, ne se sentent pas investis dans la démarche parce que pour eux, ça leur rajoute du travail qui n'est pas rémunéré. Et puis, bon, bah, déjà, vu souvent le taux horaire qui leur est donné par rapport enfin, quand ils sont rémunérés de leur activité, bah, forcément, ils n'ont pas envie de faire plus. C'est quelque chose que je peux entendre, même si je ne suis pas totalement d'accord avec ça, mais bon, c'est quelque chose que je peux entendre. En tout cas, sachez que Calliope, ben, c'est plutôt fait pour les petites entreprises, pour les gros aussi, mais en tout cas, c'est plus facile de gérer sa démarche qualité quand on est un organisme qui travaille enfin, avec une personne ou une petite équipe. Alors, on me demande souvent si Calliope, c'est un avantage concurrentiel. Alors, c'est difficile de répondre à ça. J'ai quand même envie de vous dire que non. Parce que ce que je vois de ma fenêtre, c'est qu'aujourd'hui, Calliope, de toute façon, il y a plein d'organismes qui sont certifiés. Est-ce que ce sont des organismes qui font de la qualité? Ben, pas forcément. Je suis aux premières loges pour vous le dire. Euh, et du coup, il y a deux écoles. J'ai des clients qui préparent la certification parce que pour eux, Calliope, c'est un gage de qualité. Et donc, du coup, même s'ils savent que leurs formations ne seront pas financées, eh bien, d'avoir le certificat Calliope sur leur site Internet ou dans leurs locaux, eh bien, pour eux, c'est valorisant. D'accord? Alors, je pense notamment à des clients dans le domaine de l'esthétique et de l'onglerie plus particulièrement.
qui ont le certificat Calliope, même si elles savent très bien qu'elles auront du mal à faire financer leur formation. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'elles recherchent en premier. Par contre, elles ont Calliope parce que potentiellement, elles peuvent avoir un client de temps en temps qui pourrait faire financer sa formation, par exemple par France Travail, si jamais le projet s'inscrit enfin, la formation s'inscrit dans le projet professionnel de la candidate, en l'occurrence. Donc, donc ça, pour eux, c'est un avantage par rapport à d'autres qui ont perçu le fait que Calliope n'a pas véritablement d'intérêt et donc du coup qui ne se sont pas lancés dans la démarche. Elle, en l'occurrence, d'avoir son certificat Calliope, effectivement, elle a des clients qui l'appellent en lui disant: «Ah oui, mais j'ai vu que vous aviez Calliope.» Bon, ben voilà. En tout cas, ça peut présenter un avantage par rapport à ça, mais dans certains domaines précis. Autrement, Calliope, aujourd'hui, il y a tellement d'organismes qui sont certifiés que du coup, ça n'a pas vraiment d'avantage concurrentiel. Alors, Calliope, une démarche complexe, eh bien non, hein. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire en vous disant: «Oui, mais Calliope, il faut te faire accompagner, il faut que tu achètes un kit de documents parce que tu verras, ce sera plus simple, sinon tu vas y passer trop de temps, etc.» Bon, moi, c'est pas du tout mon approche, hein. Calliope, c'est pas du tout compliqué. Une fois que c'est bien expliqué, eh bien, tout devient fluide, limpide. Voilà, moi, mon rôle, c'est de démystifier Calliope lors des accompagnements. Et tous mes clients me disent: «Mais c'est ça Calliope?» Je dis: «Bah oui, c'est ça Calliope en fait, hein, c'est rien de plus, hein, c'est pas, il n'y a rien de sorcier.» Donc ils s'en rendent bien compte. Euh, voilà, et souvent, c'est lié aussi à cette surcharge administrative que se créent les prestataires de formation, où en fait, ils ont l'impression qu'il faut faire plein de choses, il faut faire des tableaux de veille, dès qu'on lit un article, il faut aller l'écrire. Mais non, en fait, pas du tout. Calliope, c'est pas du tout ça. Donc, il faut vraiment s'alléger là-dessus et finalement, peut-être se faire accompagner pour se rendre compte véritablement de ce qu'est Calliope. Ah oui, alors on m'a dit récemment que Calliope va bientôt disparaître. Ça m'a fait un petit peu rigoler, parce qu'en fait, Calliope, finalement, il n'a jamais été autant enfin, sur le devant de la scène. Calliope tend à évoluer, mais à disparaître, non. Voilà. Je n'ai pas spécialement les arguments, mais en tout cas, sachez que Calliope ne disparaîtra pas. Euh, les exigences risquent peut-être de s'affiner, peut-être de se renforcer, mais en tout cas, il n'est pas du tout d'actualité que Calliope disparaisse. Alors, Calliope, une fin en soi, eh bien non. Alors là, je fais surtout référence aux certifications de personnes notamment, ou aux certifications professionnelles qu'un organisme peut avoir. Avoir Calliope, c'est pas non plus, enfin, c'est le Graal parce qu'aujourd'hui, j'aime bien dire aujourd'hui que pour avoir Calliope, il faut être audacieux, il faut être ambitieux. Néanmoins, Calliope ne fait pas tout. Il faut continuer à monter en compétences, à se certifier, à se former sur des choses qu'on ne maîtrise pas, à voir plus loin. Voilà, Calliope, c'est bien de l'avoir, mais ça ne fait pas tout, hein. Il faut parfois aller encore un petit peu plus loin. Alors, Calliope et son coût, eh bien, je vais vous en parler un petit peu après. Alors, c'est vrai que moi, j'aide les prestataires, les formateurs et notamment les sous-traitants avoir en Calliope un investissement et pas une dépense. D'accord? Alors, ce que j'appelle une dépense, c'est quelque chose que vous allez payer et après, c'est fini. Calliope, non. Calliope, c'est un investissement et vous pouvez avoir un retour sur investissement, ce que je vous souhaite d'ailleurs, avec une bonne stratégie, avec des bonnes actions mises en œuvre. Eh bien, l'idée, c'est que finalement, votre Calliope ne vous coûte rien. Alors, je fais quand même un petit focus sur l'accompagnement et le coût de la certification. Admettons que vous soyez nouvel entrant, donc vous allez payer un audit à peu près de 2 000 euros. Sur un accompagnement, allez, on va partir sur globalement 5 000 euros, donc ça fait 3 500 euros. Vous êtes certifié pour 36 mois. Au final, Calliope vous coûte moins de 100 euros par mois. Donc, si vous arrivez à vendre une formation par vous-même, eh bien, en fait, Calliope ne vous coûte rien. Et c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est vers ça qu'il faut aller. Calliope, il faut vraiment en faire un investissement. Voilà. Alors, par rapport à la préparation en elle-même, souvent, on me dit aussi: «Oui, mais bon, Calliope, je sais qu'il faut un site internet.» Non, Calliope, il ne faut aucun site internet.
Vous pouvez communiquer avec un site internet si vous en avez un ou si vous voulez en faire un, c'est complètement OK, mais vous pouvez communiquer de plein de façons qu'il soit. Le site internet est souvent évoqué, par exemple, à l'indicateur 1 sur l'information au public. Si vous avez un compte sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, eh bien, vous postez votre programme de formation, c'est gratuit, ça vous prend une seconde top chrono et vous cochez la case de l'indicateur, vous validez l'indicateur. Donc, du coup, vous pouvez très bien passer Calliope sans avoir de site internet. Si vous voulez en faire un après, vous en faites un après. Si vous voulez ne jamais en faire un, c'est OK. Donc, voilà, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel, enfin, quelque chose qu'il faut savoir et quelque chose sur lequel il faut se tranquilliser parce que je vois trop de personnes qui pensent qu'il y a vraiment des exigences alors qu'en fait, il n'en est rien. Alors, le numéro de déclaration d'activité, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, on va pas se redire la même chose. En tout cas, avoir un numéro de déclaration d'activité, c'est obligatoire dès lors qu'on facture des prestations de formation professionnelle. Et puis, alors, j'ai de plus en plus de questions sur pour Calliope, vaut-il mieux être au régime microsocial? Alors, si jamais on veut faire de la sous-traitance et être dispensé de Calliope, en fait, si vous voulez, il ne faut pas voir Calliope comme une montagne, comme une grosse bête méchante. Euh, c'est un petit peu comme choisir son statut juridique, hein. Il y a 10 statuts juridiques qui existent en France. Vous allez choisir votre statut juridique par stratégie. C'est-à-dire qu'en fonction de votre situation personnelle, professionnelle et financière, vous allez aller vers le statut juridique qui peut vous convenir. Ben, Calliope, c'est pareil en fait. Il ne faut pas essayer de le contourner parce que ça vous paraît être un monde que ce n'est pas d'ailleurs. Si jamais vous devez passer Calliope, ben, vous passez Calliope. Si jamais, ben, pour vous, c'est une stratégie, c'est un état d'esprit et c'est une perspective d'évolution, de développement de votre entreprise, etc., de gain de part de marché. Enfin, voilà, il faut voir un petit peu ce que peut vous apporter Calliope. En tout cas, choisir d'être au régime microsocial pour être dispensé de Calliope, pour moi, ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Et j'ai des personnes qui me disent, oui, mais bon, moi j'ai créé une SASU, là maintenant je pense que je vais créer une micro-entreprise pour faire mes formations en sous-traitance pour être dispensée de Calliope. Mais en fait, pourquoi est-ce que vous avez créé une SASU? C'est parce qu'à l'époque, ou peut-être même encore aujourd'hui, c'est ce qui correspondait à votre situation. Pourquoi vouloir créer une micro-entreprise pour pouvoir détourner Calliope? Pour moi, ce n'est pas du tout la bonne stratégie. D'autant plus que bah, si vous avez deux entreprises en France, une SASU, une micro-entreprise, bah, vous allez payer deux fois la CFE. Finalement, sur 36 mois, sur 3 ans, ça va vous coûter le prix d'un audit Calliope et ça ne vous aura pas permis de vous développer. Donc voilà, ce sont des choses auxquelles il faut penser. Ce sont des choses dont on peut discuter également si vous souhaitez réserver un café virtuel avec moi. Ce sont des choses sur lesquelles je peux vous éclairer. Alors, l'escalier de la qualité, eh bien, Calliope, c'est la première marche hein, sur l'escalier de la qualité. Donc, c'est pour ça que je vous disais, obtenir Calliope, on a l'impression d'avoir le Graal. Effectivement, c'est déjà pas mal, hein, c'est même plutôt très bien. Mais malheureusement, c'est pas, voilà, c'est pas, ce n'est que la première marche. Ensuite, vous avez les certifications de personnes. Et puis, vous avez au summum, enfin au sommet plutôt, les certifications ISO, donc l'ISO 9001, notamment spécifique aux organismes de formation. Alors, Calliope, combien ça coûte? Eh bien, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a d'un côté l'accompagnement, donc qui lui est facultatif, qui représente tout de même un gain de temps, une motivation, puisque vous êtes coaché par quelqu'un pour pouvoir mettre en place Calliope. Et puis, ben, vu que c'est beaucoup plus simple pour vous, vous êtes focus, vous savez exactement ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, etc. Et par contre, des accompagnements, eh bien, il y en a à tous les prix. Alors, l'audit, quant à lui, eh bien, son prix va dépendre du fait que vous soyez nouvel entrant ou pas. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, un nouvel entrant, c'est quelqu'un qui est dans sa première année d'activité. En tout cas, on considère un coût entre 1 500 et 2 000 euros et les conditions tarifaires vont changer d'un organisme certificateur à l'autre. Donc, c'est important de faire des devis pour y voir plus clair. Alors, Calliope, c'est une stratégie et c'est également un état d'esprit. Donc, une stratégie parce que Calliope peut vraiment vous permettre de développer votre organisme de formation, de développer votre activité.
et également un état d'esprit parce que il faut avoir envie de tourner, d'orienter ces actes professionnels vers la satisfaction du candidat pour pouvoir mettre en place un système de management de la qualité. Alors, j'ai créé la CaliPro Academy, donc c'est ma méthode d'accompagnement à la préparation et à l'obtention de la certification Calliope sans surcharge administrative. Donc, c'est une méthodologie simple qui vous permet de mettre en place un système qualité qui sera pertinent, qui sera adapté à votre organisation. Aujourd'hui, la CaliPro Academy, c'est plus de 50 organismes qui ont été certifiés sans non-conformité dès l'audit initial. C'est également autant de personnes accompagnées qui ont été 100% satisfaits et qui recommandent à 100% mon accompagnement parce qu'ils ont pu voir que, par exemple, faire le choix d'un pack documentaire n'était pas du tout pertinent pour l'audit. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en pensant faire le choix d'un pack documentaire par rapport au tarif. Et qui se sont rendus compte que finalement, ce n'était pas du tout pertinent par rapport à ce qu'on a mis en place et qui ont eu souvent d'ailleurs en audit les félicitations de l'auditeur sur leur organisation pour l'audit. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire avancer votre business et pas celui d'un autre, eh bien vous pouvez intégrer la CaliPro Academy. Être accompagné dans le cadre de la préparation de Calliope vous permet aussi de maximiser vos chances de réussite à l'audit initial. Alors, il faut savoir que si vous avez plus de 5 non-conformités à l'audit initial, eh bien, vous repassez en audit complémentaire et que, évidemment, se faire accompagner, même si l'accompagnement peut représenter un coût, eh bien, c'est quand même moins onéreux que de passer en audit complémentaire. Aussi, avec la CaliPro Academy, vous passez l'audit entre 5 et 6 semaines après le début de l'accompagnement. Vous bénéficiez aussi d'un accompagnement individuel et personnalisé qui vous permet de travailler vraiment sur votre système qualité, de faire vraiment du sur-mesure par rapport à votre organisation. Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs clients qui ont pu intervenir sur le même domaine d'expertise, mais qui n'ont pas mis en place le même système qualité parce qu'ils n'avaient tout simplement pas la même organisation. Je vous invite à réserver un café virtuel de 30 minutes pour que je puisse répondre à vos questions, faire le point sur votre projet professionnel et vous apporter des conseils personnalisés. Donc, vous allez retrouver le lien en dessous de cette vidéo. Le lien est également disponible sur mon site internet et sur mes réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo. Je vous invite à continuer à me suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube et à réserver votre café virtuel pour que nous puissions échanger sur votre situation et sur votre projet d'obtention de la certification Calliope. Encore merci pour votre attention et je vous dis à très vite.